Pour ce jeune, quitter Saint-Dizier et aller à Paris, c'est reconnecter avec un marché de l'emploi dynamique, c'est reconnecter avec la ville-monde, c'est reconnecter avec des territoires qui sont les territoires qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse. Bref, c'est aller là où ça se passe. L'essentiel de la création d'emplois se fait dans les villes aujourd'hui, dans les grandes métropoles. Les champs du possible sont dans la grande ville, les champs du possible sont dans les grandes métropoles. Et quel que soit le type d'emploi. L'Île-de-France est le plus gros bassin d'emploi du pays. Elle concentre 15% de la population française et produit à elle seule près du tiers de la richesse nationale. Avec la mondialisation et son corollaire, la métropolisation, la ville concentre les secteurs économiques les mieux intégrés à l'économie monde. La recherche, l'informatique, la finance, la communication, les ateliers, l'artisanat. Mais les règles du jeu ont changé. Les grandes villes ont organisé, via le marché, les logiques économiques, les logiques foncières, l'éviction de tous les gens qui ne comptent plus dans la logique de mondialisation. Donc les employés, donc les ouvriers, donc les petites gens, on va dire. Bon, par qui ont-ils été remplacés? Tout le parc de logements privés qui était hier destiné aux classes ouvrières et populaires est en train de se transformer et accueille aujourd'hui les gens qui comptent pour l'économie. C'est pas un complot. C'est simplement qu'on a besoin de cadres. On a besoin de cadres parce que l'économie, elle marche comme ça. Employés et ouvriers sont désormais minoritaires dans les logements parisiens. Ce processus de mise à l'écart est désormais bien connu des chercheurs. Ils le nomment gentrification. Donc le terme gentrification vient de gentry en anglais. Alors gentry, ça veut dire la petite noblesse terrienne anglaise. Donc bon. Mais en fait, ça veut aussi simplement dire les gens bien nés, un peu comme nous, on dirait les bourges en fait. Donc c'est un terme péjoratif dès le départ qui désigne un processus d'embourgeoisement, mais en le critiquant. Donc ce qui est intéressant dans le terme de gentrification, c'est le fait que c'est une forme d'embourgeoisement. Donc on a déjà le mot embourgeoisement en français, une forme particulière qui concerne uniquement les quartiers populaires et qui passe par la transformation du bâti. Donc c'est transformation sociale et transformation urbaine, et l'un ne va pas sans l'autre. Et ce qu'on observe à Paris, c'est qu'il y avait déjà eu de la gentrification avant les années 80, notamment sur la rive gauche. Quand on pense rive gauche, on pense très aisé. Or, il y avait avant des quartiers très populaires, comme le quartier de la rue Mouffetard, qui était un quartier populaire, qui maintenant est quartier aisé, très touristifié, muséifié. Beaucoup d'étudiants viennent chercher un gîte dans le quartier. Ils y trouvent des logements économiques à proximité des grandes écoles, et ils y trouvent aussi des restaurants populaires où l'on peut manger à sa faim sans craindre de dépenser trop d'argent. Mais dans Paris, c'est la proximité des beaux quartiers qui favorise l'embourgeoisement ou la gentrification. Donc ça s'est diffusé, c'est un processus de diffusion spatiale de ces beaux quartiers vers d'abord la rive gauche. Par exemple, dans le 6e arrondissement, il y avait le côté Faubourg Saint-Germain très aisé, et puis le côté des petites rues, la rue Saint-André-des-Arts, etc., où là c'était plus populaire. Et c'est là où il y avait le Faubourg Saint-Germain alternatif, le jazz, etc. Ça a mis du temps, beaucoup de temps à s'embourgeoiser, mais aujourd'hui, les librairies du 6e arrondissement sont remplacées par des grands couturiers, Armani et Gucci. C'est la suite de ce processus, même si ça a pris beaucoup de temps. Au milieu des années 70, de grands travaux sont lancés au centre de Paris. L'embourgeoisement et la gentrification de la ville passent la Seine et progressent naturellement sur la rive droite du fleuve, transformant d'abord les anciens quartiers des Halles et du Marais. La vocation future du quartier des Halles de Paris sera essentiellement culturelle, artisanale et commerciale. Le Centre d'art contemporain en sera la pièce maîtresse. Ce sera en quelque sorte le musée du Louvre de l'art moderne. Ce n'est pas sans regret que les Parisiens ont vu disparaître les célèbres pavillons de Baltard. Durant des siècles, ce lieu fut un point de rencontre. On espère qu'il le redeviendra grâce à un énorme forum à 5 niveaux. Il y avait longtemps que Paris n'avait connu un aussi profond bouleversement. Tout ça transforme la centralité de la rive droite, et progressivement, des années 80 jusqu'à nos jours, et c'est pas fini, ça se diffuse du centre vers la périphérie, et en l'occurrence plutôt du centre-ouest vers le nord-est, vers les quartiers les plus populaires du nord-est. À la Bastille, où ateliers et petites usines occupaient le faubourg Saint-Antoine, employés et ouvriers qui constituaient 80% de la population dans les années 60 ne représentent aujourd'hui plus qu'un quart des habitants du quartier.
C'est très sympathique, les bobos qui arrivent dans tel endroit, bon, ils transforment des commerces, ils regroupent des petits appartements ouvriers, ils en font des beaux lofts, etc. Donc c'est formidable pour le quartier, pour les écoles, etc. etc. Bon. Sauf que c'est hyper violent. Et la mixité sociale, dans ces quartiers-là, a caché et a masqué depuis 20 ans un processus non seulement d'éviction, mais d'appropriation. Et d'appropriation de biens qui vont constituer des patrimoines gigantesques, qui vont demain être valorisés à un point où on va pouvoir se dire mais finalement l'hôtel particulier du 16e arrondissement, il vaut peut-être pas plus que ce qui se constitue là, etc. Dans 20-30 ans, l'ensemble des grandes villes françaises ressembleront à des musées, genre ce sera l'équivalent du Marais à Paris. Il n'y aura plus un espace de parc privé qui ne sera pas gentrifié. La ville moderne n'est plus une ville pour tous. Cette réappropriation des quartiers populaires ne va pas sans une certaine ironie. L'ironie dans cette histoire, on la découvre au carrefour, sur les trottoirs. Les commerces s'approprient les signes, l'imagerie de l'héritage populaire et ouvrier, pour les transformer en logos, en concept marketing. Les gentrifieurs qui arrivent dans ces quartiers, à la fois ils prennent possession du logement, mais ils sont aussi des nouveaux consommateurs dans les commerces, dans les cafés qui transforment. Les cafés c'est plus cher, il y a plein d'éléments comme ça qui du coup, très gentiment, très doucement, évincent des classes populaires, même des cafés, alors que c'était un des piliers de la sociabilité populaire parisienne. Et qui aussi transforme les usages et les normes. Voilà, on essaie d'éviter que les gens stagnent dans la rue ou ce genre de choses. Ça, toute cette socialité populaire dans la rue, ah bah ça fait trop de bruit le soir, etc. Donc il y a des plaintes, il y a des choses qui sont faites pour éviter ça. Donc c'est vraiment une dépossession totale du logement d'abord, bien sûr, mais aussi des commerces, des usages, parce qu'il reste des classes populaires dans la ville, mais elles sont moins visibles, ou elles ont moins... Même le quartier n'est plus à leur image, en fait. Les classes populaires, elles sont toujours arrivées et reparties, arrivées et reparties. Il y a toujours eu une rotation dans les quartiers populaires. Là, le problème de la gentrification, c'est que ça rompt ce cycle. Ça réduit à une toute petite frange du parc la possibilité de continuer d'arriver. Et ceux qui arrivent aujourd'hui, c'est des migrants. Et ils continuent d'arriver. Mais ils arrivent dans des conditions de logement aussi horribles que les ouvriers du 19e siècle qui venaient d'Auvergne. C'est eux qui maintiennent le Paris populaire, c'est pas les gentrifieurs quand ils font du mécano-bar. La grande ville a besoin de cadres, et puis elle a aussi besoin encore de classes populaires. Si possible, pas syndiquées, si possible, corvéables à merci. Donc, la logique de métropolisation a installé quelque chose qui sociologiquement est très visible dans les grandes métropoles, une mondialisation par le haut et par le bas. Par le haut, vous avez des professions très qualifiées, des cadres sup, des bourgeois, des bobos, tout ce que vous voulez. Et par le bas, c'est l'immigration.